Et bonjour ou bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous, puisqu'il est 20h pile en France, en ce mercredi 9 janvier 2019, deuxième jour ici depuis le CES de Las Vegas, un 01 live exceptionnel. Bonsoir Jérôme. Bonsoir François, bonsoir à tous, merci de nous suivre sur 01net TV pour vivre quasiment en direct jour par jour ce grand événement high-tech. Et bienvenue à Las Vegas, regardez ces belles images de Las Vegas que Jean-David et Pierre ont prises il y a quelques heures avec la grande roue, Jérôme. Il fait beau à Las Vegas. Évidemment, tous ces grands hôtels, ces machines à sous. Le raffinement, l'authenticité, le bon goût également. Exactement. C'est tout ça, Las Vegas. C'est tout ça, Las Vegas, mais c'est aussi la capitale de la tech, vous le savez, chaque année, début janvier, et on est ravis de vous faire vivre ce grand rendez-vous sur 01net TV. On est en direct sur 01nettv.com. Merci de nous rejoindre. Vous voulez nous faire un petit coucou avec le hashtag 01 live sur Twitter, n'hésitez pas, bien sûr. Alors, au menu de cette heure entière dédiée à la tech, Jérôme. Au menu, François, nous allons parler de télé, évidemment. Très, très gros morceau ici à Las Vegas. Il y a eu d'ores et déjà des annonces, on en parlait hier, si vous étiez avec nous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux marques, Samsung et Hisense, avec, je dirais, un mot d'ordre, cap sur la 8K. Le CES de Las Vegas, c'est de plus en plus la voiture, et notamment la voiture connectée et autonome. Forcément, on en parlera tout à l'heure. Alors, on découvrira quelques petites innovations sympas liées à l'automobile. Tout à fait, avec d'ailleurs des choses pour demain nous occuper dans la voiture. Parce que si c'est la voiture qui conduit, on n'aura plus rien à faire. Que va-t-on faire? Eh bien, Adrien Branco va nous expliquer ça tout à l'heure. Et puis, alors attendez, là, tout à l'heure, on vous fera rêver. Il existe ici des drones personnels volants autonomes. Donc imaginez des mini-hélicoptères qui pourront vous emmener d'un point A à un point B comme ça, un truc de dingue. Et on aura le chef de projet eh bien, de l'un de ces drones qui est fabriqué par Safran, qui est spécialiste évidemment de ce type d'engin. Ah, c'est assez incroyable. Alors est-ce que c'est une révolution ou juste de la science-fiction? On verra ça ensemble tout à l'heure. Voilà, bienvenue dans ce deuxième 01 Live en direct de Las Vegas. Alors évidemment, vous le savez, on est en direct, il y a 9 heures de décalage entre Las Vegas et Paris. Donc ici, vous voyez, chez nous, il est 11h03, exactement. On se remet petit à petit du décalage horaire. On est au cœur de la French Tech, ici, en dessous du Venetian, qui est l'un des plus beaux hôtels de Las Vegas, où toute la French Tech a élu domicile, un Jérôme. Et on est hébergé par le Village Baïséa, qui a la gentillesse et l'amitié de nous accueillir cette année. Et d'ailleurs, on retrouvera tout à l'heure notre maire du village, Fabrice Marcella, pour sa chronique quotidienne consacrée au CES vu du côté des startups. Mais avant cela, on vous a préparé une petite sélection de choses qu'on a repérées, François et moi, sur le CES de Las Vegas. Et oui, c'est le débrief. Voilà, c'est le débrief du jour. François, je crois que tu as trouvé un truc vraiment sympa. Ah ouais, franchement. Alors, c'est pas tout à fait une nouveauté parce qu'on en avait déjà parlé il y a quelques temps de cela. Et je crois que c'était lors d'un précédent CES. Mais là, maintenant, ce n'est plus un prototype. Ça existe. C'est un mini drone à selfie, Jérôme. Et alors, attends, tu vas voir, c'est un truc de dingue parce qu'on a rencontré les fondateurs et on a pu tester ce petit appareil. Alors, regarde ça. C'est un tout petit drone, mais franchement, qui tient dans la paume de la main. Ouais. Il y en a plusieurs exemplaires, d'ailleurs, qui vont sortir cette année. Alors, c'est amusant parce que c'est une boîte italienne qui lance ça. Ça s'appelle Air, tout simplement. Et ils ont donc plusieurs modèles de ces drones. Et tu vois, typiquement celui-ci, eh bien, permet de faire des selfies. Pierre, montre-nous un petit peu la petite vidéo qu'on a faite quand on voit les... Voilà. Donc tu l'as essayé en Donc là, tu vois l'image qui est filmée, eh bien, elle est faite par le petit drone. Et donc, il est connecté sur ton smartphone. Et tu le pilotes, en fait, simplement en inclinant ton smartphone. Ah, en haut, en bas, à droite, à gauche, grâce à l'accéléromètre. Et donc tu peux faire des petites vidéos, des petits selfies. Et alors, c'est pas un drone évidemment, tu vois, qui va te permettre de faire des plans incroyables, voilà, au-dessus de la montagne. Et la qualité d'image est bonne? La qualité d'image est tout à fait correcte. Enfin là, c'était de nuit, c'était un peu. Voilà, c'était un peu bon. Évidemment, tu vois, tu as pas l'optique des derniers smartphones, mais franchement, pour faire des petites images comme ça, c'est très drôle. Pierre, est-ce que tu as des images
drone d'ailleurs. Qu'on avait filmé quand on le fait voler en fait. C'est assez amusant parce que tu le tiens dans ta main, il suffit de bouger un petit peu ta main, il décolle et après automatiquement il va se positionner. Alors il ne te suit pas malheureusement. Tu vois, voilà, il est dans la main. Ah oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas de tracking. Hop là. On peut dire que c'est l'appareil à selfie pour les groupes, pour quand il y a des fêtes mais entre amis, etc. Surtout pour les réseaux sociaux, Jérôme. Instagram, Twitter, Facebook. Là, tu peux te faire des petites photos, des petites vidéos. Je trouve ça assez amusant et franchement, je pense qu'en termes de réglementation, on va avoir le droit d'utiliser ces petits appareils, ces petits gadgets. Parce que franchement, tu vois, ça vole à 20 mètres maxi de hauteur. Ouais. C'est du Wi-Fi, donc ça va pas très loin. Et ça peut révolutionner la manière dont on peut faire des photos de groupe, en famille, entre amis. Tout à fait. Alors, il y a déjà un modèle qui est sorti, qui est disponible, qui coûte $200. D'accord. Qui est disponible ici partout dans le monde. Tu peux le trouver et même sur Amazon, il est disponible. Et ils vont en sortir un dans 3 mois qui va coûter que $100. Ah ouais. Parce qu'en fait, il est en plastique, il est très léger et il fait la blague. Voilà. Donc c'est un petit gadget sympa qui, franchement, moi, m'a bluffé. Peut-être que demain, on fera tous des photos avec des mini drones à selfie comme ça. Parce que ça, tu peux même le faire voler dans un appartement. Ouais, mais voilà, exactement. Pas réservé au plein air. Un réveillon de Noël, un dîner d'anniversaire. Hop là, on se retrouve tous sur la photo facilement. Il tombe sur la table, il explose tous les verres. C'est sympa, ça met de l'ambiance, c'est cool. Ouais. Bon, c'est pas étanche, hein. Non, c'est sûr. J'ai posé la question, c'est pas étanche. Bon, puisque tu parles d'étanchéité justement, moi je t'ai trouvé une innovation à base d'eau. À base d'eau. Oui. Donc je pourrais pas mettre mon mini drone dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau à la maison? On boit. Oui, mais autre chose? On lave. On lave et on fait la vaisselle. Sauf que la vaisselle, c'est une corvée et tout le monde n'a pas les moyens de se payer un lave-vaisselle. Et notamment les étudiants. Les étudiants, ils n'ont pas le temps, ils n'aiment pas faire la vaisselle. En général, ils laissent la vaisselle s'empiler dans l'évier. C'est une vraie tragédie. Donc c'est un ancien étudiant qui a eu l'idée d'inventer un tout petit lave-vaisselle. Le voilà. Alors, il est super mignon. Il s'appelle Bob. Probablement parce que c'est une référence à cette grande œuvre littéraire Bob l'éponge. Ah bah oui. Hein, même s'il n'y a pas d'éponge. Même s'il n'y a pas d'éponge. Ah, c'est pas du tout ça. Pierre me dit ça n'a rien à voir. Bon alors. Mais non, c'est pas un livre, non, mais c'était de l'humour. Bob l'éponge, c'est pas une œuvre littéraire. Mais comment ça marche? Eh bien, il n'y a pas besoin de le raccorder à une arrivée d'eau, contrairement à un lave-vaisselle normal. On le remplit avec 3 litres d'eau comme une machine à café. C'est-à-dire qu'avec 3 litres d'eau, il fait son cycle. Exactement, il fait son cycle avec 3 litres d'eau qui dure 20 minutes à peine. Alors c'est tout petit, vous le voyez, on met 4 assiettes, 4 couverts, 4 verres, etc. Il ne faut pas venir en famille à la maison, quoi. Non, bien sûr que non. C'est un truc vraiment pour une personne, éventuellement 2 personnes. Et l'avantage, c'est que comme il est tout petit, vous n'avez pas besoin de lui trouver une place dans la cuisine sous un meuble. Vous le posez sur l'évier à la place de l'égouttoir et vous avez votre petit lave-vaisselle personnel comme ça. C'est français et c'est un gros succès ici au lave-vaisselle, au salon du lave-vaisselle à Las Vegas, évidemment. Et nous serons d'ailleurs au salon du lave-linge bientôt, oui, Jérôme, en février prochain. Exactement. Ça va être un grand moment. J'allais dire un grand moment du slip, mais on n'est pas loin finalement parce que ça termine plus ou moins dans un lave-linge. En tout cas, je l'espère. Ça coûte combien, Bob? Ça coûte ça coûte 300 €. Voilà. Non mais j'ai hésité parce que c'est pas très cher. On peut considérer que c'est accessible pour un étudiant. Voilà, il se fait aider un peu il a qu'à ouvrir une cagnotte litchi, c'est très à la mode. Il se fait aider par ses copains et pour s'acheter son lave-vaisselle. Et c'est moins cher qu'un lave-vaisselle pour grande personne, on va dire. Même si c'est pas très cher un lave-vaisselle normal, c'est 400-500 €. Hein. Ouais, mais en plus ça prend pas beaucoup de place, etc. Ouais, tout à fait. Non, voilà, on retrouve ce type d'innovation quand même ici au CES de Las Vegas. Voilà, je dis pas très cher, précision, au regard du service que ça rend, parce que c'est sans doute la plus belle invention du siècle, c'est pas mal. Hein. Ouais, sauf si vous êtes un fan si vous adorez faire la vaisselle. Bien sûr, ce qui est ton cas, oui. Bon, ça c'était notre petit débrief et on va tout de suite enchaîner avec quand même le gros morceau de ce CES de Las Vegas, c'est forcément la télé. Et nous allons recevoir 2 acteurs majeurs de la télévision, Samsung à ma gauche, à ma droite, Hisense. On met un petit jingle? Allez, on y va.
Bonjour messieurs, bonjour Damien Neymark de Hisense. Bonjour Damien. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de 01net TV, au cœur du village. Et bonjour Mathieu Lanier de Samsung. Bonjour. Bonjour Mathieu. Eh oui, Samsung, Hisense, une marque qu'on connaît vraiment, qui est, on va dire, numéro 1 en termes de télé, on peut le dire. Ça, voilà, Samsung. Et l'outsider, Hisense, marque chinoise, constructeur chinois, qui commence à faire son trou en France. On va en parler dans quelques instants. Parce qu'évidemment, les nouveautés fleurissent ici au CES de Las Vegas. Les tendances, Jérôme, on l'a dit, c'est l'écran enroulable de LG qu'on vous a présenté hier. Tout à fait. On en reparlera demain avec le porte-parole de LG qui sera avec nous. Mais c'est aussi, évidemment, la 8K. Oui, et puis les tailles d'écran qui ne cessent de... ça devient, maintenant, on est à quelle taille, Mathieu ? En fait, maintenant, les consommateurs, ils demandent des expériences télé qui sont de plus en plus immersives. Et donc, les tailles de télé augmentent pour arriver maintenant sur de la 8K à du 98 pouces. 98 pouces. Voilà, on a profité du CES pour annoncer notre premier téléviseur 8K dans cette dimension-là. 98 pouces, d'accord. Ça fait à peu près 2,50 m de diagonale. 2,50 m. 98 000 €. On n'a pas encore de prix, on n'a pas encore communiqué de prix, mais voilà, ce sera un produit qui sera commercialisé dans le courant du premier semestre de cette année. Voilà. Juste un mot sur The Wall, qui est un truc de dingue qu'on voit au stand du CES pour Samsung. C'est vraiment un truc incroyable. C'est un immense écran qui est composé de petits écrans, mais on ne voit pas en fait la césure entre les écrans. Ce sont des dalles. C'est des dalles qui sont collées et qui en fait, une à une, construisent un grand écran. C'est exactement ça. En fait, quand on regarde cette volonté, ce souhait du conso d'avoir des tailles d'écran qui sont de plus en plus importantes de façon à afficher les qualités d'image les plus sublimes possibles, on a effectivement la 8K et on a des tailles d'écran jusqu'à du 98 pouces, mais on travaille sur les technologies de demain. Et pour nous, The Wall est clairement la meilleure réponse à ça. Et on arrive maintenant, on a présenté là une version de The Wall. Alors on le voit là. En 219 pouces. C'est un mur, c'est absolument géant, et c'est effectivement un mur qui est composé de petits blocs qui permet d'envisager une liberté dans la taille, dans le format, qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Ça veut dire que demain on pourra acheter, mettons 2-3 dalles, parce qu'on n'a que ça, enfin on peut se payer que ça, et puis ensuite l'agrandir. Exactement. En fait, on va avec The Wall et avec cette technologie de micro LED, on va s'affranchir de 4 éléments qui sont aujourd'hui des formes de contraintes sur le marché de la télévision, qui vont être la taille. Aujourd'hui, quand on raisonne sur un téléviseur, on raisonne sur des tailles de téléviseurs standards qu'on connaît, un 55 pouces, un 65 pouces et plus. Demain, la technologie micro-LED permet de s'affranchir de ça, permet de s'affranchir des histoires de ratios, et donc d'envisager des ratios qui sont aujourd'hui peu communs sur le marché de la diffusion de contenu, en travaillant sur des choses. En fait, l'image va se réadapter automatiquement. Ça permet également de s'affranchir de la résolution, et ça permet de s'affranchir du contour, puisqu'aujourd'hui on a un cadre sur un téléviseur, et demain le fait qu'on soit constitué de ces petits blocs et que le consommateur chez lui puisse ajouter des blocs pour faire évoluer la taille, le ratio, ça donne une liberté qui n'existe pas aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Alors, parce que là on se rend pas trop compte, parce qu'évidemment c'est filmé avec une caméra, mais la qualité d'image est hallucinante, parce qu'en fait on a l'impression d'avoir un écran de cinéma, mais qui est allumé par des écrans, donc c'est dingue. Mais ça va arriver quand pour le grand public, ça ? Alors aujourd'hui, en fait, on commercialise déjà une version en 146 pouces. Bon, on n'est clairement pas sur des positionnements, on se parle de centaines de milliers d'euros, et on se parle d'installations qui sont réalisées par des professionnels. Oui, c'est pas encore dans le domaine professionnel, on est des gens très fortunés. Exactement, on n'est pas encore sur des choses qui sont complètement grand public, mais on a profité également du CES pour présenter une version qui est déjà un peu plus adaptée on va dire, aux besoins des utilisateurs, une version en 75 pouces en micro LED, et qui annonce que cette technologie-là, ça n'est pas simplement des développements et des rêves, mais c'est vraiment l'avenir de la télévision et des choses qui vont petit à petit arriver sur le marché. Alors en attendant The Wall, il y a des produits un peu plus accessibles qui ont été dévoilés. 98 pouces, on l'a dit, et puis en dessous également, vous montez en qualité sur un certain nombre de produits. Alors en fait, on a maintenant la 8K est une réalité chez Samsung depuis
maintenant quelques mois, puisque depuis en gros le mois d'octobre dernier, on commercialise des produits qui font que c'est aujourd'hui une réalité de commerce et des produits qui sont déjà achetés par des utilisateurs sur des tailles d'écran en 65, en 75 et en 82, 85, et là on vient d'annoncer du 98. Donc c'est déjà une réalité commerciale, ça répond à ce besoin d'avoir des qualités d'image qui sont toujours plus extraordinaires, mais on continue à élargir la qualité d'image également sur des produits en QLED, Samsung QLED 4K, où cette technologie-là, elle va progressivement s'étendre sur des produits qui aujourd'hui n'étaient pas équipés de cette technologie. Et notamment des produits lifestyle qui ont pour vocation à s'effacer dans les intérieurs des consommateurs pour répondre à ce besoin d'avoir des produits qui s'intègrent bien dans les intérieurs des gens et qui vont ressembler moins à un téléviseur et plus notamment le frame. Moi j'ai un petit coup de cœur pour le Samsung Frame. Hein. Non, alors, je dis ça, je dis rien. Le frame, mais on a également profité du CES pour représenter une gamme de produits qui s'appelle Serif, qui a été développée en partenariat, designé par les frères Bouroulec, et qui nous permet d'avoir un produit là aussi qui ne ressemble absolument pas à un téléviseur, qui est plus une œuvre d'art, mais qui en plus de ça va proposer une qualité d'image sans aucun compromis en 4K. Mathieu, la 8K, c'est proposé à partir de quelle taille et à partir de quelle taille c'est réellement intéressant? Alors aujourd'hui, on propose la 8K à partir de 65 pouces. D'accord. Et en globalement, dessous, ça vaut pas le coup. Pardon? En dessous, ça vaut pas le coup. À mon avis, à partir de 55 pouces, on peut avoir un écart, mais évidemment, le 8K, c'est la technologie qui va être la plus adaptée pour la montée en taille d'écran. Donc clairement, à partir de 65 pouces et 75, on a une expérience qui est absolument incroyable parce que ça permet d'afficher une image avec une netteté et un niveau de détail qui n'existe pas aujourd'hui et qui répond à cette attente des utilisateurs d'avoir des tailles d'écran qui sont de plus en plus importantes et des expériences immersives de plus en plus sympas. Alors, côté télé, on voit qu'il y a pas mal de nouveautés. On va découvrir les nouveautés Hisense dans un instant. Mais pour terminer avec vous, Mathieu, la chose étonnante aussi, c'est cet accord que vous avez passé avec Apple. Ouais. Samsung, Apple, et bien voilà, on va retrouver des services d'Apple qui est le concurrent de Samsung sur des télés Samsung. Et puis en plus, vous avez annoncé ça eh bien, à l'occasion du CES. Et Apple qui est traditionnellement très fermé en général. Très fermé et qui est un concurrent, on sait, quand même assez farouche dans le domaine de la téléphonie mobile notamment. Franchement, c'est une annonce dont on est fier et dont on est très heureux parce que ça participe de cette volonté de toujours répondre aux besoins du consommateur. Et en fait, aujourd'hui, un utilisateur d'un téléviseur, qu'est-ce qu'il va souhaiter? Il ne veut pas se poser de questions. Et il veut avoir quelque chose qui soit complètement libre et ouvert, quelle que soit la marque. Et donc cette volonté d'essayer de réconcilier un peu cette guerre entre les GAFA en ayant dans nos téléviseurs, en offrant le meilleur en fait pour avoir l'expérience la plus riche. Donc ce sont effectivement les contenus de iTunes, mais ce sont également des contenus qui existent aujourd'hui, qui sont développés en local, avec des partenariats avec par exemple Canal+ pour offrir des contenus en 4K, RMC Sport, Amazon Prime, Netflix, YouTube, etc. Ce qui va nous permettre d'avoir une expérience qui est extrêmement riche. Et pour qu'on comprenne bien, je vais pouvoir télécharger l'appli iTunes sur ma télé Samsung. Alors vous n'allez pas la télécharger parce qu'en fait cette application, elle va déjà être native, proposée dans toute notre gamme de téléviseurs 2019, mais également ce sera rétrocompatible via une mise à jour logicielle sur toute notre gamme de téléviseurs 2018. Alors c'est une petite révolution. Hein. Petite révolution. Et alors autre révolution hardware, vos télés seront compatibles AirPlay 2, qui est le nouveau système de transmission de son et de vidéo qui a été lancé par Apple. Donc on va pouvoir depuis son iPhone lancer de la vidéo et de la musique sur une télé Samsung. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire également. Donc ça réconcilie là aussi les utilisateurs. Ils ne se poseront pas de questions parce qu'aujourd'hui cette technologie c'est déjà possible avec les produits Samsung, avec nos smartphones et nos tablettes, et ce sera possible également demain avec les appareils iOS équipés de AirPlay 2. En tout cas, ça prouve que les relations entre Samsung et Apple se sont, on va dire, un petit peu radoucies. Enfin, ça sent la négo commerciale aussi. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a un an encore, c'était une annonce qui était inconcevable. Donc on voit que les grands groupes d'électronique commencent à s'entendre. Aussi, moi je trouve un petit aveu de faiblesse d'Apple, hein, qui n'a jamais eu de téléviseur, mais après il faut décreuser. Mais est-ce d'entrer dans la télé, est-ce que l'Apple TV a toujours une pertinence après l'arrivée de ce service sur une C'est ça qu'il faudra
faudra une voir, télé Samsung. effectivement. Voilà. Il faudra essayer en live, mais enfin, de toute façon, ça reste une annonce qui est importante parce que tous les partenariats ou des éventuelles guerres commerciales qu'il peut y avoir entre différentes entités, je pense que ça intéresse pas trop l'utilisateur et l'acheteur d'un téléviseur. Ce qu'il veut, c'est que ça fonctionne, que ce soit fluide et le plus simple possible. C'est clair, c'est bien. Et puis Apple vendra ses produits vidéo, audio, etc. C'est ça qui est important pour eux. Merci Mathieu. Merci Mathieu, vous restez avec nous. Et on enchaîne avec une marque que vous connaissez moins. J'imagine, Damien, vous n'allez pas nous en vouloir si on dit qu'on connaît moins Hisense que Samsung. Absolument pas. Hisense, en effet, on est assez jeune sur le marché français. On a uniquement 4 ans, donc ce qui explique qu'aujourd'hui les Français nous connaissent moins. Mais à l'international, on est très gros vu qu'on est le 4e fabricant mondial de télé, le 4e fabricant mondial de réfrigérateurs. Donc on est vraiment un industriel, un géant de l'électronique grand public et du gros électroménager dans le monde. Alors on va pas parler des réfrigérateurs, on va se concentrer sur les télés. Vous êtes de la team QLED, hein, comme Samsung. Alors tout à fait, entre autres QLED, mais chez Hisense, on n'a pas choisi une team en particulière, on est sur toutes les technologies d'image, d'affichage. On propose en effet du QLED, on démontre sur ce salon aujourd'hui le micro LED, on propose aussi de l'OLED, donc voilà, on est vous avez aussi de l'OLED. Ouais, exactement, d'accord. Et le laser TV qui est une technologie de vidéoprojection 4K courte focale. Ça c'est bien. Alors c'est un truc génial. Vous avez ça il aime. Non mais vous avez un petit boîtier. Vous faites ça chez Samsung d'ailleurs, la projection courte focale ou pas? Non. Bon, je vous parle pas alors. C'est un petit boîtier que vous posez en fait sur un meuble qui est collé au mur et vous pouvez avoir une image projetée en fait. Ça révolutionne sans les inconvénients d'avoir un projecteur qui est accroché au plafond par exemple. Ça a deux avantages. Ça a l'avantage de la vidéoprojection, donc pouvoir avoir une très grande diagonale d'image, mais avec aussi peu de fatigue oculaire parce qu'on est sur de la projection, donc sur de l'indirect. Et avec aussi toute la qualité d'un téléviseur parce qu'à l'intérieur vous avez un tuner TNT, donc avec tous vos contenus télé. Avec des contraintes quand même qui sont l'obscurité, nécessité de baisser la lumière ambiante, sinon on ne voit pas grand chose. Mais pas vous particulièrement, toutes les marques. Merci d'en parler, vu que l'avantage de la projection laser, c'est que ce n'est pas une ampoule à l'intérieur, donc on arrive avec des niveaux de luminosité et de couleur dignes d'un téléviseur, très concrètement, donc on peut très bien profiter de son laser TV en pleine lumière. Bon, c'est vous qui le dites, on testera. Je vous invite à venir voir. Qu'est-ce que vous présentez en matière de télé ici à Las Vegas? On a une innovation majeure cette année qui est une première mondiale, donc je suis ravi de vous la présenter. C'est un produit QLED, donc vous avez un rétroéclairage et une dalle 4K, et la particularité de ce produit-là, c'est que vous avez à l'intérieur une autre dalle, une dalle Full HD. Donc il y a deux dalles. Exactement, vous avez deux dalles et la dalle Full HD a un objectif unique, c'est de laisser passer ou non la lumière. D'accord. Ce qui veut dire que la dalle Full HD qui a plus de 2 millions de pixels, chaque pixel indépendamment va pouvoir s'ouvrir ou se fermer. Donc le gros avantage, c'est que vous allez avoir des noirs aussi profonds que de l'OLED, donc vous n'aurez plus aucune fuite de lumière. Donc vous avez les avantages des noirs de l'OLED, mais également de luminosité et de couleur du QLED. Et c'est une exclusivité aujourd'hui sur le salon de Las Vegas chez Hisense. Donc il n'y a que vous qui avez cette techno. Tout à fait. C'est assez ingénieux. Après il faut voir le résultat et on laissera les journalistes spécialisés pour nous dire un petit peu ce qu'ils en pensent. Et c'est étonnant. L'autre particularité d'Hisense, c'est le rapport qualité-prix. Vous êtes moins cher que, on va dire, les marques A. C'est ça? Et c'est exactement ça, c'est vraiment notre positionnement. Aujourd'hui, la promesse que l'on souhaite apporter sur le marché, c'est rendre les produits premium abordables. Donc les nouvelles technologies et les designs, que ce soit accessibles au plus grand nombre. Le téléviseur à double dalle dont vous parlez, il est à quel prix? Enfin, il sera à quel prix, on le sait? Oui, celui-là, je ne le sais pas parce que le produit va sortir en Asie cette année et probablement l'année prochaine en France. Mais à titre d'exemple, on parlait du laser TV. Aujourd'hui, un écran 100 pouces classique, quel que soit le fabricant, c'est grosso modo 20-25 000 euros. Un laser TV Hisense 100 pouces, donc énorme, aujourd'hui se positionne aux alentours de 10 000 euros. D'accord. Ah oui, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. Parfait, merci beaucoup Damien. Merci à vous. Et on vous souhaite un bon salon à vous deux. Merci d'avoir été, d'être venu ici sur le plateau de 01net TV, ici au CES de Las Vegas. Jérôme, on va enchaîner dans un instant avec l'autre gros morceau, c'est la voiture autonome. Exactement, tout de suite on parle de voiture autonome. Voilà, c'est la suite de 01 Live en direct de Las Vegas, au cœur de la French Tech.
comme tous les jours, hein, il faut bien le dire. Et la voiture autonome, François, alors il y a plein de technologies qui sont présentées ici à Las Vegas. La voiture autonome, ça existe déjà. Aujourd'hui, il s'agit d'aller plus loin, d'améliorer tous les dispositifs de détection, de laser, etc. Il y a une vidéo très intéressante de David Noguera à découvrir sur 01net.com. Et puis, il y a une question qui se pose. En termes d'usage, la voiture autonome va changer notre manière de circuler en réalité. On n'aura plus à conduire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les voitures? On va s'ennuyer? Bah oui. Alors, on va peut-être pouvoir travailler. Hein, on va pouvoir peut-être aussi et sans doute se divertir, Jérôme. Se divertir, exactement. Regardez ce que préparent les constructeurs. Adrien Branco est allé faire un tour du côté d'une innovation assez étonnante. La voiture autonome, c'est pour bientôt, et puisqu'on n'aura quasiment plus besoin de conduire, de grandes entreprises comme Intel, qui est ici en partenariat avec la Warner Bros, essayent d'imaginer tout simplement de nouvelles applications, de nouvelles activités à faire en voiture, qui ne sera plus du temps perdu. On pourra bien sûr travailler, mais on pourra aussi regarder des films et profiter de toutes les dernières nouveautés. Alors ici, on a un véhicule de démonstration qui est un véhicule autonome qui va arriver, qui va me prendre. Moi, je l'ai commandé avec mon smartphone. Il est en train de me scanner. Là, le véhicule pour l'instant est fermé. Différents senseurs. Hop, c'est bien moi. Le véhicule va être débloqué. Je le débloque. Ici, le cadenas va s'ouvrir. Voilà, je peux ouvrir le véhicule, je peux m'en emparer et rentrer à l'intérieur et profiter d'une expérience cinématographique. C'est un véhicule autonome, c'est basé sur une plateforme cloud, donc le véhicule est intelligent, connaît mon nom, il me dit bonjour, Adrien de 01net.com. Et je suis à l'intérieur donc d'une voiture qui n'est pas une voiture de série bien sûr, qui est un prototype donc développé en partenariat avec la Warner Bros par Intel. Mais c'est avant tout un véhicule autonome, donc on va avoir une console centrale ici qui va nous permettre de vérifier l'état de la route, qui va nous alerter en cas de danger, qui va nous prévenir si jamais il y a par exemple un changement de chemin et que là on va demander à l'homme quel est son chemin alternatif préféré. Et comme vous pouvez le voir juste devant vous, il y a un écran qui va se déployer et c'est cet écran et toute l'installation audio qui va permettre de faire profiter d'une expérience multimédia vraiment originale. Vous l'entendez peut-être assez mal, mais il y a aussi une vraie expérience sonore avec caisson basse, avec énormément d'installations audio. Les vidéos que l'on va lire sur cet écran sont suppléées par des flux vidéo supplémentaires placés sur les côtés. Donc ici, il ne s'agit pas uniquement d'une seule caméra qui lors du tournage va capturer l'action. Il s'agit des caméras supplémentaires qui vont être pensées pour le véhicule pour projeter des informations périphériques qu'on ne verra bien évidemment pas au cinéma. Voilà, Adrien Branco, et d'ailleurs on vous invite à aller sur 01net.com pour retrouver énormément de vidéos qui en fait voilà, vous font découvrir un peu toutes les nouveautés de ce CES de Las Vegas. L'écran devant, l'écran sur les côtés. Et Jérôme, tu sais quoi, si un jour je t'accompagne et que tu vas faire du shopping, là, parce qu'avant je m'ennuyais dans la voiture, et bien là je pourrais me regarder un film. Ouais, exactement. Voilà. Alors tout ça, en fait c'est très révélateur du fait que la voiture autonome, au-delà de la révolution technologique, ça va être une révolution d'usage. Bien sûr. Ça va changer plein de choses. Et puis ça va changer notamment des choses en termes d'assurance. Mais forcément, Jérôme, qu'est-ce qui va se passer quand on aura tous une voiture autonome? Alors déjà, est-ce qu'on aura tous une voiture autonome? Comment ça va se passer? Tout de suite, hein. Comment va évoluer la législation et surtout comment on va, comment les assurances vont appréhender en fait cette nouveauté. Caroline Nicaz est avec nous tout comme hier. Bonjour Caroline. Bonjour, avec plaisir. Caroline. Voilà, le Crédit Agricole Assurance qui est partenaire de ce 01 Live. Caroline, j'imagine que c'est un sujet que vous suivez de près parce que aujourd'hui, on a tous notre petite voiture qu'on conduit, on l'assure, mais demain avec la voiture autonome, comment ça va se passer? On a une idée déjà ou pas? Oui, on a des idées et on suit ces sujets du quotidien des Français, du quotidien de tout le monde en fait autour de la mobilité. Donc oui, ça va amener, ça va changer pas mal pour l'assureur déjà parce qu'en fait aujourd'hui on assure une voiture. Demain, avec ces nouveaux cas d'usage, on va assurer certainement un conducteur qui dans une même journée pourra avoir différentes situations de mobilité et donc on passera d'un cas d'usage du véhicule à une assurance plus du conducteur. Donc ça déjà c'est un premier élément. Ah oui, d'accord. Vous m'assurerez moi que je fasse du vélo, du scooter électrique, de la trottinette électrique ou que je sois à l'intérieur d'un véhicule autonome. Complètement. Donc ça c'est exactement, on assurera une personne qui aura différentes formes de mobilité dans sa journée. Le deuxième sujet c'est que, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que certaines études montrent qu'il y a 90% en fait de sinistres en moins dus à des erreurs manuelles avec le véhicule autonome. Mais le but de la voiture
autonome, c'est de réduire le nombre d'accidents. Exactement, donc ça veut dire que pour les assureurs... Donc on n'aura plus besoin d'assurance. Alors ça va poser un certain nombre de sujets. Alors il faudra toujours assurer quand même les véhicules contre la grêle, contre le vol, contre des incendies. Donc il y aura le vandalisme. Exactement, donc, mais ça va quand même changer fondamentalement la donne pour les assureurs. La matière assurable sera certainement très différente. Oui, parce que, et puis on ne sait pas qui sera responsable s'il y a un accident. Alors il y a beaucoup de sujets, en effet, avant que le véhicule full autonome, comme on le dit, soit vraiment dans notre quotidien. Il y a le premier sujet, c'est la technologie. Tout ça, ça repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle et ça, c'est pas encore totalement mature. Le deuxième sujet, c'est les infrastructures. Pour que le véhicule autonome fonctionne, et plutôt dans les agglomérations dans un premier temps, pour que ces flottes fonctionnent, il faut que les routes, les autoroutes, toutes les infrastructures soient dotées de capteurs, de bandes pour que le véhicule puisse récupérer des données et fonctionner. Et puis le troisième sujet, comme vous le disiez, c'est la réglementation et les questions de responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment ça va marcher quand il y aura un accident ? Qui sera responsable ? Et ça, c'est pas rien. Ça pose des questions d'éthique. Donc les pouvoirs publics et les autorités regardent tout ça. Mais il faudra que le cadre se mette en place, en fait. Et que ça évolue, oui. Et que ça évolue. Cela dit, il y a un avantage, c'est que les voitures autonomes, elles auront des boîtes noires, tout comme les avions aujourd'hui. On pourra retrouver seconde par seconde ce qui s'est passé, les interactions même entre les véhicules, etc. Alors on aura ça, c'est vrai que ça pose la question de la donnée, puisqu'en fait tout ça va reposer sur tout le sujet de l'accès, de la protection, de la propriété de la donnée est un vrai sujet, et les assureurs, les équipementiers, les constructeurs travaillent pour construire également un cadre autour de cette donnée, puisqu'en fait il y a vraiment de gros enjeux autour de sa sécurité de l'accès à la donnée. D'autant qu'il n'est même pas sûr qu'on ait tous une voiture demain. Peut-être que la voiture autonome va révolutionner aussi. Il y aura peut-être des flottes de véhicules autonomes qu'on empruntera comme on emprunte un jour aujourd'hui un bus ou un métro, non ? Complètement, je pense que ça va changer le paysage de la ville, notamment parce que dans un premier temps, on imagine que les flottes de véhicules seront plutôt dans les grandes agglomérations. On dit que pour les JO 2024, il y aura déjà des flottes commerciales de véhicules autonomes. Donc oui, ça va changer tout ce paysage-là. Pas tout de suite, mais en fait, ça va être là quand même dans quelques années. Donc, ça va être plus vite qu'on ne croit. Ouais. Après, il y aura la transition entre les véhicules qui seront de l'ancienne vie et les véhicules autonomes. Où là, je pense qu'à mon avis, les assureurs ont encore un peu de travail. Il y a du boulot. Et puis, il y aura peut-être toujours des gens qui aimeront conduire leur voiture. C'est-à-dire que pour qui c'est un vrai plaisir. Mais ils n'auront plus le droit. Ils pourront faire peut-être un mix entre de l'autonome et puis de la conduite manuelle. Et puis on aura des irréductibles qui aimeront conduire leur voiture, et ça c'est très bien. Mais bien sûr. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, chaque personne sera assurée en fait pour tous les moyens de locomotion qu'il va prendre. Exactement. Et c'est ça un peu la révolution en fait. Toutes ces nouvelles formes de mobilité, et nous notre job c'est vraiment de nous adapter à ces évolutions de comportement, à ces nouveaux usages. C'est ça aussi le métier de l'assurance. Merci Caroline. Alors restez avec nous. Vous allez voir, il y a même on a un nouveau défi à vous présenter, voilà. Vous allez voir. Il y a une forme de mobilité encore différente qui est en train de se développer, hein, François. Exactement, et alors c'est l'une des grosses tendances du CES depuis quelques années déjà, hein. C'est pas nouveau, on voit depuis 2-3 ans des drones personnels autonomes. Moi je dirais 3 ans, ouais, c'est ça. Mais qui volent, c'est-à-dire que là ce sont des trucs qui volent et qui vont transporter d'un point A à un point B des personnes sans conducteur. Il y a pas mal de projets et on va en parler avec Jean-Baptiste Jarin. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes chef de programme propulsion hybride chez Safran. Tout à fait. Safran qui fait partie d'un projet d'un drone justement volant autonome. C'est ça, donc qui est développé par Bell, donc qui est une entreprise américaine. Safran, donc groupe aéronautique français. Nous fournissons le système d'énergie qui avoir la particularité d'être hybride. Alors on connaît l'hybridation dans les voitures depuis quelques temps. Dans l'aéronautique, c'est beaucoup plus récent, simplement parce que c'est plus compliqué de faire voler quelque chose que de le faire rouler. Ça réclame beaucoup plus d'énergie. Et Bell a dévoilé hier au CES son premier véhicule. Donc la maquette est visible pour ceux qui ont la chance de la voir. C'est un truc énorme. Elle est assez imposante. C'est incroyable. C'est vrai que quand on la voit, ça donne envie, de manière générale. L'idée de Bell étant, dans le cadre du programme Uber Elevate, d'arriver à faire des taxis urbains qui vont être capables de transporter 4-5 personnes de manière autonome à terme, d'un point A à un point B, en évitant la congestion qu'il peut y avoir en dessous.
Alors, je ne sais pas si Pierre, tu as des images pour qu'on voit bien à quoi il ressemble ce drone. C'est un truc incroyable. Alors, donc, mais l'idée, c'est quoi en fait? C'est que vous en êtes tout dans ce projet? Parce que ça fait rêver quand même la voiture volante. Oui, on se doute bien que ce sera peut-être pas pour tout le monde. Hein. Alors, et pas tout de suite. Oui. Il y a différentes étapes. La première étape, ça va déjà être de la mettre en vol. L'objectif affiché par Bell et ses partenaires, dont Safran, est d'avoir un véhicule qui soit certifié par les autorités et donc en vol pour le milieu de la prochaine décennie. Et aujourd'hui, ça vole ou c'est... Alors aujourd'hui, on est dans les systèmes sol et on est sur des programmes aéronautiques. Alors c'est vrai que pour l'informatique ou les assurances, ça peut sembler très lointain. Un programme de 5-6 ans en aéronautique, c'est un grand classique. Entre le moment où on décide de se lancer et le moment où on met commercialement le véhicule à disposition des utilisateurs, il va souvent se passer 5 à 7 ans et on est dans cette échelle de temps-là. Ah oui. Donc c'est là-dessus que l'on est, sachant qu'aujourd'hui la technologie, notamment de propulsion, aujourd'hui les verrous sont levés. Les verrous d'insertion au trafic aussi. Vous avez vu énormément de drones qui sont capables de voler en totale autonomie. Donc aujourd'hui, on est plutôt confiant sur ce volet-là. C'est que la technologie est prête. On sait emmener quelqu'un d'un point A à un point B dans les airs sans pilote. Aujourd'hui, on sait le faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui le font. En toute sécurité? Alors voilà, le point qu'il y a derrière, c'est en toute sécurité. Ouais. Et, parce qu'il y a des gens qui le font aujourd'hui, malheureusement pas forcément toujours en toute sécurité. Et c'est bien l'enjeu de marier quelque part les acteurs de l'ancien monde, de l'aéronautique et du nouveau monde, de l'électronique, de l'informatique et des drones, de manière à ce que l'on ait des systèmes qui embarquent des passagers en sécurité pour ceux qui sont dedans et ceux qui sont en dessous. D'accord. Mais alors attendez, ça va arriver quand ça? Alors c'est ce que Bell annonce avec ses partenaires. Au milieu de la prochaine décennie, vous allez avoir des premiers vols qui vont avoir lieu d'ici avant 2025. Bell ne souhaite pas communiquer encore exactement sur les dates. Maintenant, je vous encourage à aller voir le véhicule qui est disponible, puisqu'on est sur un véhicule qui a ses 6 rotors, puisqu'au niveau de la sécurité, on parlait de sécurité, qu'on est contrairement à un hélicoptère, on est sur un véhicule qui a 6 moteurs. Donc s'il y en a un qui foire, on est capable d'en avoir 5, on peut voler avec 4. Ah, d'accord. Donc on a deux. Voilà, on a un joker. Vous avez un joker. On a deux jokers. On a 2 sources d'énergie à bord, un turbogénérateur. Ça fait plus qu'un hélicoptère traditionnel. Hein. Ah oui, c'est juste 6 fois plus. On a 2 sources d'énergie à bord, les batteries et un turbogénérateur, puisqu'on est en propulsion hybride. Et là aussi, s'il y en a un qui foire, on est capable de poser tout le monde en toute sécurité. Et on est sur un système qui est capable d'être piloté, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, psychologiquement, les premiers passagers qui vont rentrer dans cette machine vont peut-être vouloir être accompagnés humainement à bord. Peut-être, oui. Mais voilà, c'est au-delà de l'objectif, la machine est faite pour être autonome et les premiers vols d'essai qui vont avoir lieu vont être faits sur un véhicule autonome. C'est pour quand les premiers vols d'essai? Alors Bell ne souhaite pas encore communiquer, donc entre 2019 et 2024. Ah oui, mais ça va arriver. Vous avez parlé d'Uber. Pourquoi Uber? Parce que c'est Uber en fait le premier qui a lancé quelque part le besoin à travers de Uber Elevate d'avoir cette ambition de bouger les gens au-dessus des bouchons quelque part. L'ambition aujourd'hui que l'on caresse est d'avoir un système qui soit abordable, un système qui soit énergétiquement efficace. Et les premières applications qu'on voit, c'est une infrastructure centre-ville pour relier un aéroport. C'est vrai que pour avoir fait le symposium Uber à Washington, quand on est à Washington, il se passe souvent 2 heures, 2 heures et demie pour relier Dulles au centre-ville. Être capable de faire ça en appelant Uber, qui vient vous chercher au pied de chez vous, vous emmène avec un Uber Car à son vertiport, qui est quelque part son port vertical en haut d'un building, oui, et ensuite en 10 minutes, comme un hub, et ensuite vous amène. Alors ils envisagent d'en mettre quelques-uns au cœur des villes. Il n'y a pas besoin d'en avoir énormément, quelques-uns au cœur des villes pour relier des points stratégiques, notamment l'aéroport, et auquel cas un door-to-door, au lieu de mettre 2 heures et demie, vous mettez 20-25 minutes. Ouais, on vous écoute, mais c'est incroyable. Ah non, mais ça y est, c'est le 5e élément. Non, mais c'est dingue. Ouais. Caroline, vous allez assurer les drones ? Ça va vous faire du boulot, hein, cette histoire. Ça va faire du boulot et parce en même temps. Parce qu'il va falloir bien les assurer, ces engins-là. Ça fait partie de l'avenir, en fait. Ça fait partie de l'avenir, donc c'est des sujets qu'il faut regarder. Ça pose la question de notre sphère de légitimité en tant qu'assureur. Hein. Ça nous pose des questions, mais on le regarde, on l'explore parce que ça fait partie des choses qui sont qui sont là demain. Parce que quand on parle de 2025, ou 2024. C'est demain, donc il faut regarder tout ça, donc ça va nous challenger un peu, ouais. Super, très bien. À quelle vitesse vole-t-il cet engin ?
Alors, celui sur lequel nous travaillons aujourd'hui avec Bell, on est sur une vitesse de 150 nœuds, on est à peu près à 300 km/h. À quelle altitude? Et on peut aller à toutes les altitudes. Donc on est sur un véhicule qui est tiltable, donc ça veut dire qu'il va décoller comme un hélicoptère, et au bout de quelques dizaines de secondes, l'ensemble des moteurs vont basculer pour qu'il puisse se mouvoir comme un avion. D'accord. Ah, d'accord. C'est ce qui fait qu'on a une expérience de Parce qu'il vol. va plus vite, c'est ça? Il va aller plus vite et surtout il est plus confortable, on a beaucoup moins de vibrations, on a beaucoup moins de bruit. Ouais. Bell a énormément travaillé le bruit avec nous derrière, parce qu'un hélicoptère, le premier inconvénient d'un hélicoptère, c'est le bruit. Ouais. Là aujourd'hui on est sur quelque chose, les premiers essais fait que dans un environnement urbain, si on ne lève pas les yeux, on l'entend pas. On ne sait pas qu'il est là. Donc dans 10 ans, ça nous paraîtra peut-être commun de prendre ce type d'engin, à votre avis? Oui, je pense qu'on aura déjà pas mal de passagers qui auront testé le véhicule d'ici les chances que vous venez de donner. Ouais. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Ça fait franchement rêver tout ça. Ah ouais, et merci à Caroline, directrice de l'innovation de Avec plaisir. Crédit Agricole Ouais. Assurance. On se retrouve demain, Caroline, pour parler d'e-santé. Oui. Sujet peut-être un petit peu plus sérieux, Oui, enfin, même oui. si la voiture autonome C'est c'est très sérieux sérieux aussi, aussi, hein, ouais. parce que franchement il y a pas mal de choses aussi à raconter sur ce sujet. Ça continue, Ouais. 01 Live sur 01net TV en direct de Las Vegas, et on va parler d'audio, de son tout de suite. C'est Voilà. aussi ça le 01 Live ici au CES, c'est de vous faire rêver avec des projets incroyables, comme on en a parlé il y a un instant avec Bell et Safran. Jérôme, Eh bien François, les startups françaises sont là. c'est vrai, on est au cœur de la French Tech, tu l'as dit. Et l'une des spécialités de la France, hein, c'est notamment l'audio. Tout à Il y a fait. une expertise, il y a une appétence, il y a un goût depuis très longtemps. On en reparlera pour les innovations demain. audio. On en reparlera vendredi. On a beaucoup de startups justement françaises qui sont spécialisées dans le son et on va en découvrir une. Il s'agit de Bassmi et Alban Duroy est avec nous. Bonjour Alban. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de 01net TV. Vous n'êtes pas très loin, hein, au cœur de la French Tech aussi, pour présenter ceci. Alors ça s'appelle Bassmi, mais qu'est-ce que c'est ça, Alban? Alors Bassmi, c'est la révolution du son. Effectivement, il y a une recherche pour améliorer l'écoute personnelle. Aujourd'hui, Bassmi permet d'avoir une nouvelle sensation, de pouvoir ressentir le son. Alors parlez bien près du micro. Alors attendez, comment je le mets moi ce truc là? Alors voilà, je vais vous faire un essai. Pas sur la tête, je crois. Non, mais je vous laisse mettre le casque sur les oreilles pour avoir une meilleure immersion, ce sera mieux. Tenez. Excusez-moi. Des mots hein. en direct. Allez, Voilà. vas-y, je te tiens le micro. En direct. Tu vas nous donner tes impressions. Donc là, tu mets un casque. Voilà. Bon, je t'entends plus. Hein. Oui, Là bah, j'entends des. Ça tire, ça fait Voilà, des. c'est à faut vous que tu mettes ça en demander. plus. Voilà, comme ceci. D'accord. Ah ça vibre. Voilà. Vous avez la vidéo là. Ah c'est étonnant. Alors je vous raconte ce que je vis. C'est vrai? J'ai de la musique et j'ai du son là dans les oreilles. Et donc là, j'ai comme un énorme vibreur de téléphone qui m'envoie des vibrations en même temps que j'écoute de la musique. C'est Donc agréable. c'est comme ou si j'avais des stressant? basses. si tu Il veux. m'entend pas, il m'entend pas. Non, Ah bah là, il est complètement en immersion là. C'est fini. Hein. Ah On a ouais, perdu. ouais, En fait, t'as l'impression d'être dans une boîte de nuit, un peu. C'est pas mal. Alors, c'est pour quelle application vous destinez ça à qui? Pour faire quoi? Le jeu vidéo, la musique, c'est quoi? Voilà, alors, il y a plusieurs cibles. Hein. D'abord, le jeu vidéo, effectivement. Où Excusez-moi. là, avec le casque Bon, en vert, revanche, on a ça tient pas bien, une très votre bonne machin, immersion. Parce qu'il faut que tu C'est le mettes sous la normal veste, regarde, non? Voilà, dessous, ouais. Je pense. Excusez-nous, hein. Enfin non, mais c'est bon. Oui, allez, relève j'ai la testé, veste. vas-y. Tiens, je vais essayer. Allez-y. C'est assez étonnant, c'est vrai. Hein. On a vraiment l'impression de ressentir les basses qui sont là. Mais comment vous avez eu l'idée de faire cet appareil? Écoutez, j'ai écouté la musique avec une enceinte Bluetooth. J'étais allongé et elle a basculé côté haut-parleur sur moi. Et là, voilà, là, j'ai ressenti qu'on pouvait. Et vous vous êtes dit, écouter différemment. je vais inventer un accessoire Voilà, qui va procurer cette basse. tout à fait. Ces basses. Il y a moins d'1 an et demi. Oui. C'est drôle. Mais vous en êtes où? Ça y est, c'est disponible? Alors aujourd'hui, on a fini le produit, donc on a le prototype industrialisable. Et là, on recherche justement des partenaires, investisseurs et distributeurs pour lancer la production. Ça a du sens pour la musique, pour les films, j'imagine, Oui, et les jeux vidéo. et Absolument. pour les jeux vidéo. Tout à fait. C'est parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Twitch, etc., il y a plein de retransmissions de parties, etc. Voilà. On peut vivre ça de manière plus immersive. Tout à fait. C'est vrai D'accord. qu'on a le casque vert qui permet d'avoir l'image d'être dans la scène. Et là, avec Bassmi, on a l'audio.
D'accord. en direct. Alors bien. vous en êtes où du développement de ce produit? Alors justement, pendant que tu avais ton truc, j'ai posé la question. Immersion, Ah hein, oui, trop en voilà. immersion. Alors vous en êtes Monsieur où du cherche, développement il cherche de l'argent. Il cherche de l'argent, monsieur. Ah d'accord. Voilà. C'est ça. Ok. Voilà. Donc là c'est un proto quoi. Voilà, prêt à industrialiser maintenant. Oui. Et vous êtes où basé? Vous Sur êtes basé Perpignan. où? Perpignan. Oui, effectivement. Parfait, Bon, d'accord. il faut aimer ressentir vraiment les secousses des basses quoi. Voilà. Ce qui est peut-être pas le cas de tout le monde en réalité. C'est une habitude. Après, ça dépend si on aime plutôt le jeu vidéo, la musique ou le cinéma. Ouais. Et on peut comme ça se projeter sur ce qu'on aime finalement le plus. C'est très lourd. Comment ça se fait? C'est Alors il faut qu'il tienne bien, hein. Il faut que ce soit. Alors D'accord. quand il est posé, je sais pas si vous c'est pas avez vu. gênant hein, mais il y a une raison Voilà. technique à ça. Le côté ergonomique qu'on a réussi à créer avec nos designers permet de pallier à ce point en fait. D'accord. D'accord. Pour se faire finalement oublier. Et ça pourrait coûter combien? Alors on a un prix public à 129 €. 129 euros. C'est Bluetooth, hein, donc c'est en Tout à fait, fait. sur le téléphone, il y a deux devices qui sont connectés en Bluetooth. Voilà, c'est ça. Le casque, Mhm. qui peut être n'importe quel casque, Tout à fait. finalement, Oui. et votre accessoire, le Bassmi. Absolument, c'est ça. Ouais. Eh bien, J'imagine voilà. que l'un des défis techniques, c'est le délai. Il ne faut pas qu'il y ait du délai entre le vibreur et le casque. Oui. Justement, c'est pour ça qu'on a travaillé sur le device, justement, pour avoir un produit qui soit simple à utiliser. On l'allume et puis on le branche sur le téléphone et ça fonctionne de suite. Il n'y a pas besoin d'application, de traitement de son. C'est pour ça qu'il est compatible avec n'importe quel support. Qu'est-ce que ça donne justement? Est-ce qu'il y a des investisseurs qui viennent vous voir, qui disent bah tiens ça m'intéresse? Comment ça se passe là? C'est ici, dans ce type de salon, que vous allez essayer de trouver de l'argent? Tout à fait. Alors on a été assez étonnés, hein, puisque depuis hier déjà on avait beaucoup de rendez-vous et on a rencontré des professionnels du son, ça fait plaisir, qui sont venus venir nous voir pour toucher et essayer Bassmi et avoir ce wow effect et comprendre quel était ce produit qui finalement est complètement révolutionnaire. Donc on a eu quand même de bons retours, et même dans le niveau audio, hein, que ce soit des grosses marques connues mondiales, on a eu de très bons retours. Super, très bien. Alban, on vous souhaite bonne chance et Merci bon à vent vous. avec Et merci de nous Bassmi. avoir invités. Voilà, même Perpignan est là les amis, juste à quelques mètres d'ici. Il y a toutes les régions qui sont représentées. Ouais, exactement, hein. il y a toutes les régions. oui, tout à fait. On peut le rappeler d'ailleurs, il y a 13 régions. Oui. Elles sont toutes là, il y en a 11 sous la bannière de la French Tech. Et je crois qu'il y a 400 startups, un truc comme ça, non? Près de 400 startups, 380 startups environ. C'est françaises. incroyable. Nous accueillons maintenant Fabrice Marcella qui est là. Bonjour Fabrice. Bonjour François, Le bonjour maire Jérôme. du village Baïséa, vous le savez. Fabrice qui nous accueille ici sur le stand du village avec cette grande allée, toutes ces startups que vous recevez. Il y en a combien? 17, hein, c'est ça? 17, c'est ça. Vous avez emmené Voilà. dans vos bagages ici à Las Vegas. On a 17 startups sur nos stands et puis on est un grand fournisseur aussi de startups pour la French Tech, les régions, la Poste. Voilà, toutes nos startups sont présentes dans tout le CES. Et à noter que le village Baïséa est un peu partout en France aujourd'hui et même dans le monde, hein, Fabrice. 29 villages partout en France et on vient d'ouvrir Milan et on vient d'ouvrir aussi le Luxembourg. Et ben voilà, et c'est que le début. C'est que le début. Alors, Fabrice, de quoi on parle aujourd'hui? Alors on parle de deux choses, la photo French Tech. J'imagine que tout le monde connaît ce qu'est la une photo tradition. French Tech. C'est une tradition. Chaque année, on a la photo French Tech. Elle circule d'ores et déjà sur le net. On peut la montrer là hein? Ah voilà. Voilà, Ah, la belle photo il y a French du monde, Tech. hein. Ah ouais, alors moi je suis un peu caché là. J'ai quelqu'un de l'équipe qui me. Ah bah je suis derrière Thomas avec un beau gilet village. Ouais, d'habitude, il y a un ministre toujours au milieu. Là. Alors, Et, là, il y en a pas. cette année ils sont cette année. occupés. Ouais. Ils sont occupés. Ouais, ils ont un peu d'autres chats à occupés. fouetter. Voilà, c'est ça. Et alors donc là, cette photo, c'est tout, ça doit être une organisation de dingue, non? Mais oui, alors j'imagine que personne ne connaît les coulisses et d'ailleurs je vais vous les révéler, mais surtout gardez le secret parce que On est entre nous, Fabrice. Ouais. Ouais. parce que les organisateurs Faut du pas le dire aux CES organisateurs. n'autorisent pas cette photo. Ah, vous n'avez pas le droit de faire cette Nous, photo. on n'a pas le droit de la faire. Donc, Pourquoi c'est une flash mob, en fait, hein, cette photo. Pourquoi Parce que c'est un rassemblement d'un grand nombre de personnes. Hein, c'est près de 300 personnes sur la photo. Et puis c'est dans le Pour des- passage. C'est Voilà. dans un passage. Pour des raisons de sécurité, Alors, c'est dans c'est un pas bien. passage stratégique. Cette photo, elle est faite sous le logo du CES, Ouais. dans le Venetian, à côté de l'escalator qui permet de descendre sur l'Eureka Park. C'est toujours là que ça se fait. Et effectivement, c'est un lieu de passage important. Ouais, ouais. Alors, quand on arrive à Vegas, on ne connaît ni l'heure ni la date. Donc on suit, il y a des pics de messages sur WhatsApp entre startups pour connaître l'heure et la date. Attention aux fakes, donc il faut suivre. Il y a même des Il y a des fakes. fakes là-dessus, ouais. Pour s'assurer d'être devant, hein, il vaut mieux être un peu moins nombreux. Mais oui. Donc ensuite, Ah il faut ouais. suivre en tout cas le compte Twitter de la French Tech. Et ensuite, tout se joue en 5 minutes. Il ne faut surtout pas la louper, parce que si on la loupe, il faut Ben, attendre on y l'année sera prochaine. pas. Hein, Et voilà, c'est ça. voilà. Donc en 5 minutes, tout le monde doit se retrouver au Alors, point de rencontre, Tout le monde se se rencontre. positionner. Voilà, ça et se qui prend bouscule. la photo.
Il y a plein de journalistes, il y a des photographes officiels, il y a Olivier Zrati aussi qui prend la photo. Voilà, donc, et puis il y a les organisateurs de la French Tech qui donnent les lettres de la French Tech pour pouvoir afficher sur. Voilà, et ça se bouscule beaucoup. Hein, voilà, ça se bouscule beaucoup. Vous faites ça à toute allure avant que la sécurité arrive. Il faut 5 minutes pour prendre la photo. J'adore. Et ce qui est super. Alors, si on veut être visible, mieux vaut être grand. Oui, c'est ça. Et faire penser qu'on est petit, comme ça on peut se mettre devant et au dernier moment on se lève. Hein. Et le mieux c'est aussi d'avoir des couleurs extrêmement vives. Si on a un gilet jaune, c'est pas mal, non? Ah, gilet, oui, alors c'est effectivement, il y a peut-être un. C'est peut-être pas super adéquat là. C'est pas trop dans le ton CES. Donc en tout cas, elle est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez la voir. Et donc ça, c'était mon premier point que j'ai vécu de l'intérieur très fortement. Et la deuxième, c'est comment faire pour pas perdre sa délégation lorsque on est visiteur du stand et qu'on a un guide et qu'on déambule dans les allées du CES. C'est ce que vous faites, c'est-à-dire que vous avez des décideurs, plein de gens qui ne connaissent pas du tout le CES et qui vous suivent comme un guide qui va montrer une ville ou quelque chose comme ça, quoi. C'est ça, François. En fait, un bon CES, ça ne s'improvise pas. Donc on peut. Il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de choses à voir, on peut s'y perdre et on va avoir le sentiment même de revenir à Paris, de ne rien avoir vu. Donc c'est important d'être guidé, d'avoir des rendez-vous qui ont été fixés avec des startups ou d'autres exposants. Mais pour cela, il faut suivre le guide. Et le guide, donc il est suréquipé, le guide. Hein. Il a le micro, l'oreillette, tout le monde équipé de l'oreillette, un très beau drapeau. Alors, oui, que j'ai beaucoup apprécié. C'est dommage qu'il soit pas là, on aurait le montré. Demain on le montrera. On voit le drapeau. On voit le drapeau, j'avais filmé. Voilà, et on voit une délégation. Superbe. On a bien sûr un compte WhatsApp qui permet de continuer aussi à être en contact avec le guide. Sauf que, malgré tout ça, on a un quota acceptable de perte de visiteurs. C'est un peu comme à l'armée. Comme à l'armée. Vous en perdez combien? Allez, on est à 1 à 2 personnes, donc 1 à 2% à chaque fois. À chaque tour, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez le casque, vous avez toujours le sentiment que la délégation est à côté de vous. La portée est assez importante. Et donc, une petite inattention, un petit coup de fatigue. Quand on est au CES, on fait 17 000 pas à peu près dans une journée. Et donc, on ne fait pas attention à la délégation qui s'en va. Donc, il y a ça. 2, puis on est toujours tenté finalement d'aller en dehors des clous parce qu'on rencontre des startups et on aime bien s'arrêter pour échanger avec chacune d'entre elles. Et puis les allées du CES, vous l'avez vu, sont extrêmement encombrées, donc c'est très facile finalement de perdre sa délégation. Hier, j'ai mis 45 minutes à retrouver ma délégation. Le petit Fabrice, voilà, c'était un peu ça. C'est un petit peu ça. Il faudrait mettre des tags GPS ou des je sais pas quoi pour détecter toutes les personnes. François, vous faites bien de m'en parler. C'est un truc assez étrange. Je sais pas si vous avez pris des photos au CES géotaguées. Quand je prends des photos sur les centres du village, je suis géotagué en Asie. Alors, je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais je suis pas sûr que ce soit super efficace. Ah oui, je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème. J'ai dû attaquer là. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon ben voilà, le CES vu le côté off du CES, vu de l'intérieur avec Fabrice Marcella. Super. Merci et vous revenez demain, Fabrice. C'est ça. Parfait, on va terminer ce live, Jérôme, avec nos 2 coups de cœur. Oui, 2 petits coups de cœur spécialement rien que pour vous. Allez, commence, parce que moi c'est vraiment un truc, voilà, c'est encore pour faire la fête, hein. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de trucs pour se divertir et pour faire la fête en fait au CES. Ça tient en une image, c'est ce monsieur que j'ai croisé dans les allées du CES de Las Vegas. Ah regardez. Oui, je l'ai vu moi aussi. Il est sorti tout droit de... Comment ça s'appelle? C'est quel film ça? Transformers? Non, c'est pas Batman ou Spider-Man? On dirait un peu l'inspecteur Gadget. Ou alors inspecteur Gadget aussi, moi je dirais. Gadget. Ah, c'est ça. Voilà. Il a des bras robotiques. Gogo Gadget au bras. Au-delà de l'image, veux-tu que je te dise de quoi il s'agit? Ah oui, j'aimerais bien, parce que là je vois pas trop. C'est un jeune inventeur, ingénieur asiatique, vous l'avez vu, et ce sont des bras robotisés destinés aux personnes qui ont perdu l'usage de leurs mains, soit qui sont amputées des mains, soit qui sont amputées des avant-bras. Ah oui, c'est sérieux. Là, sur l'image, il le pilote avec les pouces, donc lui, c'est pas son cas évidemment, mais le concept, c'est de piloter ça avec des brassards au niveau des épaules, en fait, pour redonner l'usage des mains. Et alors, pourquoi sont-elles dans le dos? Eh bien, il m'a répondu tout simplement, là, c'est pour se faire remarquer. Mais le but du jeu, c'est de mettre ça à la hauteur des bras traditionnels. Et je trouve ça intéressant parce que, au-delà du côté spectaculaire, ça c'est une tendance importante, c'est toutes les innovations pour les handicaps, pour venir en aide et pour suppléer certains handicaps. Et ça sert à ça la techno. Il faut que ça serve à ça. Évidemment. Voilà. Évidemment. Alors bon, on enchaîne avec quelque chose pour conclure de beaucoup plus léger. Oui, allons-y. C'est encore une innovation française. C'est une machine à cocktail. Ah.
Ça m'aurait étonné. Alors voilà. Donc là, imaginez une machine à café, tu vois, ça ressemble à une machine à café, sauf qu'elle va te faire les cocktails, cette machine. Donc tu mets ton verre dessous, tu choisis ton cocktail, tu as toute une série de cocktails qui sont déjà préenregistrés. D'accord. Tu mets ton verre et après, tu regardes faire la machine. Mais c'est pas mal. C'est formidable. Donc là, moi, je suis infoutu de faire un cocktail. Regarde, là, il est en train de me préparer un petit mojito que je n'ai pas bu. Je tiens quand même à le signaler parce que je n'ai pas le droit de boire de l'alcool au CES. Non, on n'a pas le droit. Donc en fait, ils font des démos. Ils n'ont pas le droit d'en servir surtout. Alors, ils n'ont pas le droit d'en servir. Et alors, ce que me disait, c'est rigolo pour la petite anecdote, le démonstrateur, il disait, moi en revanche, j'ai le droit de les boire. Ah bon? Et j'avais l'impression qu'il commençait à être un peu bourré quand même. Donc, parce qu'à mon avis, il buvait tous les cocktails qu'il faisait tout au long de la journée. Et autant vous dire qu'il en a fait quelques-uns. Et regarde, c'est génial. Tout se fait tout seul. Le citron est tombé, il a été pressé, la glace tombe. Et après, donc, il y a un autre plan que Pierre va nous montrer, où en fait il y a une autre machine qui est collée et qui va envoyer tous les liquides. Et ça prend une pièce entière ton truc, non? Non, c'est pas si gros que ça. Regarde, tu vois, alors tu as les bouteilles qui sont connectées. Sans alcool alors. Et puis au-dessus, tu as les bouteilles d'alcool, bien sûr. Ah oui, ça, c'est le nerf de la guerre, hein, voilà. Alors tu dis, mais à quoi ça sert? C'est pas pour toi et moi. Non, hein. j'imagine. C'est pour les établissements qui n'ont pas de mixologue ou de barman, mais qui veulent malgré tout faire des cocktails de temps en temps, des bars. Ça peut être des événements, de la street food, des choses comme ça. Et en fait, le modèle économique, c'est de louer ces machines. C'est français, hein? C'est français. Ouais. Ça s'appelle Mixologique. Et voilà, donc ça m'a fait rigoler. C'est sympa, un petit clin d'œil. Et demain, j'aurai un autre truc aussi, assez drôle. J'ai l'impression que ça va pas plus vite qu'un vrai barman. Hein. Et même non, un peu moins mais vite. Il paraît que les cocktails sont très bons parce que tout est vraiment millimétré et tu as un vrai cocktail qui est nickel, quoi. Bien sûr. Et tu choisis à consommer avec modération. Bien évidemment, à consommer avec modération. Ça, c'est logique. Bon, ben voilà, ce 0 live est terminé. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été avec nous. Malgré le petit souci technique, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du fun et du folklore ici à Las Vegas. Et on se retrouve demain. On sera là demain, vous le savez. 4 lives en direct du CES de Las Vegas, mardi, mercredi, demain jeudi et après-demain vendredi, chez vous en France de 20h à 21h. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve demain. Salut à tous.